était votre rêve de gosse? Quand j'étais petit, mon rêve était de devenir explorateur. J'ai vraiment eu une passion pour explorer. Et finalement, mon rêve s'est quand même réalisé parce que j'ai, par mon métier et par ma vie, exploré la vie humaine. Et ça a été quand même un rêve d'enfant. Le rêve est de l'importance extraordinaire. D'ailleurs, les technocrates ne rêvent pas. Vous savez, je me rappelle que Staline avait dit à Iberia, qui était son confident, un mort dans une famille, c'est un drame. 1 million, c'est une statistique. Et cette phrase m'a marqué parce qu'au fond, c'est vrai. Les technocrates ne rêvent pas. Alors, Paul Loup, vous avez connu des moments extraordinaires dans votre vie, aussi des moments très difficiles, et votre papa décède à 10 ans, quand vous avez 10 ans. Qu'est-ce qu'il vous a laissé? Quand un papa décède à 10 ans, qu'est-ce qu'il vous laisse? Mon père, d'abord, était un être exceptionnel. Pourquoi? Je vais dire en 2 mots. Il est venu de Pologne sans 1 centime, retournant son manteau l'hiver. Il a épousé ma mère et il est devenu représentant. Et au bout de... Je passerai les détails parce qu'on a peu de temps, mais il a racheté l'usine qui s'appelait Titan à son propriétaire parce qu'il était un homme de succès et il travaillait 18 heures par jour. Et il est devenu très riche. Quand la guerre a éclaté, les pétinistes ont proposé à mon père de travailler avec eux. Et là, ils lui ont dit, il faut nous établir la liste des Polonais, des Hongrois, des Roumains et des Juifs et des Tziganes qui travaillent dans vos usines. Mon père a dit, oui, revenez, il me faut un peu de temps, revenez dans 2 mois. Ah non, ils ont dit 30 jours, on vous accorde 30 jours pour faire le nécessaire. Et là, il a appelé évidemment les communistes, les syndicalistes, il leur a dit, j'ai épousé une femme juive que j'aime, je suis moi-même polonais immigré, donc vous allez m'aider à saboter l'usine. Mais avant, vous allez faire des faux papiers à toute ma famille. Et mon père a fait exactement ce qu'il a dit. Il a fait une guerre où le général de Gaulle l'a reçu à Londres. Il est venu, j'ai sauté moi sur les genoux du général de Gaulle d'ailleurs. Bon. Et mon père était cet homme-là. Et voilà ce qui m'a légué. Et c'est très très important parce que quand j'allais faire des bêtises comme tout un chacun, à chaque fois, j'avais l'image de cet homme qui me revenait. Et je me dis, tu peux pas, par rapport à ça, faire ce que tu as envisagé. Donc je considère que l'image de la famille, l'image du père ou de la mère sont d'une importance extrême. Donc on comprend, premier choc émotionnel, donc on le rappelle, à l'âge de 10 ans, et puis peut-être ce symbole de réussite, pour un homme, votre papa parti de rien, qui forme d'identification, qui va très vite, vous allez peut-être vous en inspirer. Vous devenez le plus jeune PDG de France à l'âge où la plupart des gens sont encore au lycée ou au collège à 17 ans avec un business de porte-clés. On va pas refaire toute votre histoire, mais quels sont les ingrédients du succès? J'imagine que c'est la question que tout le monde se pose. D'abord, je crois que le premier ingrédient, c'est que on vit tous, les uns les autres, avec un facteur d'impossibilité. Prenez l'exemple de Marc, qui est devenu directeur de 3 radios extraordinaires. Lui-même, j'ai un talent fou de conteur. Prenez votre exemple. C'est tout à fait ça. On nous colle depuis l'âge de 8 ans que les choses sont impossibles. Non. Je tiens à vous dire que le rire est bon pour le cœur, croyez-moi. Mais en tout cas, moi, j'essaie de ne pas tenir compte de ces facteurs d'impossibilité. Et bien avant que M. Obama dise yes, I can, j'ai pensé que tout était possible. À condition de passion, moi, j'ai jamais eu l'impression de travailler. Vous voyez? Vous non plus, j'en suis sûr. J'ai toujours été, à mon travail d'auteur, ou même quand j'ai réalisé des entreprises, j'aurais fait 3 heures de plus avec plaisir. Donc ça, c'est aussi une clé. Faire ce que l'on aime faire et le faire bien. C'est une des clés les plus importantes. Ne pas croire à tous les gens qui disent « c'est pas possible, ça ne vaut rien ». Tout est possible.
Il n'y a pas de limite à ce que l'on peut faire. Et on se découvre, et moi-même je l'ai appris, dans les moments difficiles, plus que dans les moments faciles. Un bon capitaine est celui qui mène son bateau et ses hommes dans la tempête. Justement, Paul Loup, on va aborder le côté riche et célèbre d'un côté, et puis la descente. Quand vous étiez riche et célèbre, quels étaient les sentiments, les émotions que vous aviez? Bon, je n'ai jamais changé, j'ai toujours eu les mêmes amis, même si c'est des grands personnages ou des petits personnages, depuis l'enfance à aujourd'hui. Donc, par contre, j'étais content par rapport à mon père, par rapport à ma famille, par rapport au bien que je pouvais réaliser, parce que rien n'est plus agréable de pouvoir réaliser je donne un exemple. Il y avait à l'époque un présentateur de télévision, dont je ne dirai pas le nom, mais qui est très mal logé, et qui avait connu mes parents, et qui était d'origine aussi polonaise, et qui était un travailleur. On n'avait pas les mêmes idées politiques. Ben, j'ai pu lui offrir un appartement. Je l'ai pas fait. J'ai fait pour moi. Ouais, je vais être très franc. Je l'ai fait pour moi. Ça m'a fait un plaisir immense de pouvoir donner à ce garçon un toit alors qu'il était talentueux. Et je crois que l'argent, c'est un moyen et rien d'autre. Quand on a déjà compris ça, que l'argent n'est qu'un moyen, ça fait de vous un homme fort. Parce qu'on n'est pas victime ou esclave du fric. Hein? L'argent est un moyen, rien d'autre. Un moyen formidable, un moyen. Mais il ne faut pas jamais en faire un dieu ou un maître qui vous dirige votre vie. Ça, c'est la première clé. Bon, j'ai gagné énormément d'argent. Et j'ai vécu comme un empereur. Bon, je n'ai aucun regret, aucune amertume. Mais est-ce qu'on est préparé à tous les côtés négatifs de la gloire? Non, on n'est pas préparé, mais il y a deux façons de réagir. Quand l'argent vous tombe dessus, il faut d'abord le gérer, il faut d'abord en faire quelque chose d'utile, d'agréable pour soi et pour les autres. Et puis aussi, à savoir, moi j'ai toujours su que le travail méticuleux faisait de quelqu'un un mauvais milliardaire, un mauvais pauvre devient un mauvais milliardaire. Hein. Alors après, je crois qu'on va retenir cette phrase, oui, quand même. Parfois dans le métier on dit sans transition, mais il vaut mieux en laisser une petite respiration après ça. Il y a la descente aux enfers. Des problèmes avec le fisc, avec la justice, la maladie. La maladie, on se sent quand même impuissant. Mais moi, je retiens au-delà de ça, à un moment donné, vous êtes privé de vos enfants. Oui. Donc, dans ce que vous avez, j'utilise le mot à double sens, de plus cher. Et c'est votre chair. Oui. C-H-A-I-R. Comment on s'en sort? Comment on se relève quand tous ces coups du sort-là s'accumulent? Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que le succès que j'ai eu a été immense et mondial. L'argent que j'ai eu a été colossal. Et j'ai fait un mauvais mariage. Ça arrive, hein, à beaucoup, je ne suis pas le premier ni le dernier, malheureusement. J'ai fait un mauvais mariage, j'ai eu 2 enfants de ce mariage, qui pour moi, je voulais leur donner tout ce que je n'avais pas eu. L'amour, le bien-être matériel, la réussite. Mon épouse était la petite-fille de Bernard Madoff, le grand escroc mondial. Bon, le fruit n'est pas tombé loin de là. Et moi, naïvement, j'ai cru naïvement, mon cher Marc, mon cher Rodrigo, j'ai cru naïvement que je n'avais pas le droit moralement, parce que je ne comprenais pas ce que faisait M. Madoff, ni M. Jacobson d'ailleurs, qui a escroqué un nombre de gens infini de sa communauté, sans pitié. Moi, je n'ai jamais fait ça de ma vie, et je ne comprenais pas. Et je ne voulais pas rendre mon épouse un moindre sentiment de responsabilité de ce qu'avaient fait les membres de sa famille. Et malheureusement pour moi, j'ai un AVC. Alors, du jour au lendemain, en pleine gloire, c'est presque un titre de roman, hein, j'ai un mal de tête épouvantable, je m'effondre, et on me condamne à mort. On me dit, les médecins viennent, les fichus. Dans les AVC, on a des séquelles terribles.
J'en ai quelques-unes, mais pas. J'ai su les surmonter. Donc, du jour au lendemain, je fais 4 hôpitaux. Je passe les détails. Bon, mais j'avais fait pour mes enfants un trust. J'avais tout réglé. Oui, il faut jamais croire qu'on est plus fort que Dieu, ou s'il existe, ou quelqu'un d'autre. J'avais tout réglé pour que mes enfants ne soient pas sentent dans le besoin. Et il y avait tellement d'argent à l'époque, ça me paraissait impossible. Donc, mais le trust prévoyait que si au bout d'un an, je ne pouvais pas revenir, mon épouse prenait les rênes. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? L'AVC que j'ai fait est beaucoup plus grave que celui de mon ami Jean-Paul Belmondo. Bon, donc je suis à l'hôpital et j'y passe 14 mois. Qu'est-ce que fait Jacobson, Madoff, et tout, ils prennent la petite, ils disent ce vieux con, il va mourir, allez, prends l'argent, prends tout ce qu'il y a, vends tout. Alors ce qui est incroyable, c'est que je suis à l'hôpital et ce diable, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, excusez-moi, elle vend tout ce que j'ai, elle vide mon compte d'épargne de 25 millions d'euros. Et elle s'en va au Canada, où on est très très cool, pardon pour notre ami, avec les grands escrocs. Très cool. Bon. Donc, et elle s'en va là-bas avec les enfants, sans me demander mon avis, et moi je suis sur un lit d'hôpital, et je reçois 3 de mes banquiers, avocats, conseillers, qui viennent me voir en me disant « Paulou, on a une très mauvaise nouvelle à t'annoncer. » Je dis quoi? Combien te reste-t-il? 10 euros. Bon. Eh bien, écoute, c'est tout ce que tu as, parce que tes 50 millions d'euros ont été dilapidés en l'espace d'un mois. Je reçois le choc de la gueule. C'est pas très agréable, croyez-moi. Quand on a travaillé toute sa vie correctement, je ne le dis pas honnêtement, correctement, de se retrouver avec 10 euros en poche. Bon, et quand je traverse la haie, il y avait tous les médecins, les infirmiers, ils m'applaudissent. Bon, je sors dehors, un de mes copains vient me chercher, et il fait un soleil magnifique, la vie est là, belle. Il me dit alors ça va? Je lui dis non, pas du tout, mais regarde le temps qu'il fait. Donc, pourquoi? Parce que j'ai pensé à mes parents, ce qu'ils avaient vécu pendant la guerre, le courage que mon père avait eu, l'exemple qu'il m'a laissé. Et quand je suis sorti, j'ai dit bon, il y a 2 solutions, ou tu tires une balle dans la tête, ou tu continues. Marche ou crève. J'ai dit marche. Voilà. C'est aussi simple que ça. Aujourd'hui, Paul Loup, qu'est-ce qui vous fait lever le matin? D'abord, je trouve que la vie ne vaut rien, mais rien ne vaut la vie, premièrement. Deuxièmement, tant que j'ai un souffle de vie, je continuerai à me battre. J'ai vaincu l'AVC, j'ai vaincu la maladie, j'étais condamné. Bon, je crois qu'il faut être optimiste. Et les héros sont souvent des cocus, hein, et il faut savoir être un homme tout court et affronter le bien. Quand je gagnais plusieurs millions d'euros par an, je ne me plaignais pas. Bon, quand je suis tombé, je me suis pas plaint. J'ai dit, il faut marcher. Quand mon père, du jour au lendemain, s'est retrouvé poursuivi par la Gestapo, pendant 4 ans, avec une vie d'enfer, ma mère, qui était milliardaire, mon père, ne se sont pas plaints. Moi non plus. Donc, par contre, je me suis battu. Alors là, je peux vous dire que si on n'a pas une volonté de faire, et si on n'a pas un courage qui n'est pas exceptionnel, chacun d'entre nous, on n'estime jamais j'aurais imaginé, quand je suis arrivé à un sommet pareil, où j'avais des millions d'euros à ma disposition, où j'ai jamais compté. En plus, c'était dégueulasse, parce que plus j'avais d'argent, plus les grandes marques me donnaient des cadeaux. Aston Martin, Ferrari, hôtel, plus j'étais invité. Et je vais vous choquer tous, tant pis, mais je dis la vérité, je n'arrivais pas à dépenser mon argent. À un moment, je dis à un de mes amis d'enfant, écoute, c'est vraiment con, hein, la vie. Il me dit pourquoi? Quand j'avais pas un rond, je rêvais d'avoir des voitures, des hôtels,
partir en vacances dans les plus beaux trucs. Regarde, je n'arrive pas à dépenser ce que je gagne. Alors, c'est du papier. Et il m'a dit, mais alors, de quoi tu te plains? Mais je ne me plains pas, je réalise. Bon, et c'est ça qui est dégueulasse. Voilà. Plus on est célèbre, plus on est riche, moins on dépense. Oui. C'est vrai.